21 octobre 2009, cour d'appel d'Angoulême. Cette femme, qui entre au palais de justice entourée de sa famille, s'appelle Corinne. Ce jour est un des plus importants de sa vie, car l'homme qui va être jugé aujourd'hui est son père. Claude Dulot est accusé d'avoir tué sa femme Annie. Aujourd'hui, cet homme de 68 ans joue son avenir. Corinne, la fille de son premier mariage, a toujours été à ses côtés. Aujourd'hui, plus que jamais. On veut le faire passer pour un monstre avide d'argent, etc. Il n'y a pas de mobile, il n'y a rien. C'est absolument pas lui. Ça peut pas être lui. À quelques mètres de là, Véronique, la fille de la victime, est persuadée, elle, de la culpabilité de Claude. On sait que c'est lui. Nous, on en a l'intime conviction. On sait très bien qu'il a prémédité le geste. On ne sait pas si ça sera retenu, hein, mais tous les éléments le prouvent. À l'audience, ce sont deux familles qui s'affrontent. Et c'est la deuxième fois en moins de 2 ans. Car aujourd'hui, il s'agit du procès en appel. Claude Dulot a déjà été condamné en première instance à 12 ans de prison. Nous avions suivi son procès en juin 2008 devant la cour d'assises de Bordeaux. À l'époque, il comparaissait libre et clamait son innocence. Je sais que je suis innocent, mais la décision appartient au juré. Mais pourquoi Claude Dulot est-il accusé d'avoir tué sa femme Annie? Le drame se déroule à Saint-Loubert, dans un petit village tranquille du Bordelais. C'est dans cette maison que vit le couple Dulot. Annie est gérante d'un bar, Claude lui est à la retraite. Ils forment un couple sans histoire. Le samedi 29 janvier 2005, comme tous les week-ends, Claude se rend à la chasse avec le frère d'Annie. Il quitte la maison à 7h30 du matin sans réveiller son épouse. Annie est endormie. À midi, Claude et son beau-frère rentrent à la maison. Les volets étaient tout fermés encore et tout. Alors bon, j'ai dit à Pierrot, tiens, qu'est-ce qui s'y passe? Annie est malade ou... Alors je rentre, j'appelle Annie assez fort, quoi. Et puis bon, bien sûr, pas de réponse. Je suis monté dans ma chambre, quoi, si vous voulez. Et là, en m'approchant du pied du lit, j'ai vu qu'elle avait le coup de fusil sur la nuque. Annie a été assassinée. Alors là, j'ai gueulé, quoi. Enfin, j'étais quand même un peu en pleurs. Une demi-heure plus tard, les gendarmes arrivent chez les Dulot. L'enquête commence. Les premiers éléments sont formels. Annie a été tuée pendant son sommeil avec son propre fusil de chasse. Son meurtrier a pris l'arme posée sur l'armoire. Il a chargé et tiré à bout portant dans la nuque. Ensuite, il a reposé le fusil près du corps d'Annie. Sur la scène de crime, aucune empreinte, aucune trace ADN. Les médecins légistes font une première estimation. Le crime aurait été commis avant 7h30 du matin. La seule personne présente à ce moment-là dans la maison, c'est Claude. Il fallait quand même savoir où se trouvait le fusil. Il fallait savoir prendre les cartouches qui allaient avec ce fusil. Il fallait savoir où tout ça se trouvait. Et il n'y a qu'une personne qui savait tout ça, c'est Claude Dulot. Mais pourquoi Claude aurait-il tué Annie? En apparence, le couple menait une vie sans histoire. Quand il rencontre Annie en 1995, il a 54 ans, elle en a 51. Ils ont déjà de grands enfants de précédents mariages. À l'époque, tout le monde remarque qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Je pense qu'ils étaient amoureux, les deux. Ouais. Oui, ils étaient complices. Il y avait des moments de complicité, de fou rire, de choses comme ça, ouais. Je voyais maman heureuse, épanouie. Je me disais qu'enfin, elle avait trouvé le bonheur auquel elle aspirait tant, après pas mal d'années difficiles pour elle. Donc j'étais contente pour maman, tout simplement. Mais lorsque Claude arrive à la retraite, son comportement commence à changer. Je pense que c'était le début, ouais, d'une mini-dépression qui après a empiré, voilà. Je pense qu'il n'a pas supporté le fait, déjà, d'être à la retraite, de devenir un homme inactif. Pour lui, c'était synonyme de non-reconnaissance sociale. La société n'avait plus besoin de lui,
Donc, en fait, il n'était plus que chez lui pour œuvrer au jardin ou à divers petits travaux que nécessite une vie courante, notamment quand on vit à la campagne. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est maman qui a fait les frais un petit peu de tout ça, de son mal-être à lui. Entre Claude et Annie, rien ne va plus. Mais aucune preuve formelle ne démontre que c'est Claude qui aurait tué sa femme. Pourtant, sur leur intime conviction, les jurés de la cour d'assises de Bordeaux condamnent Claude Dulot à 12 ans de prison. C'était en juin 2008. Retour à la cour d'appel d'Angoulême. Cette fois, les jurés vont-ils acquitter Claude Dulot ou au contraire, le condamner une deuxième fois? À la barre, Véronique, la fille d'Annie, va livrer un témoignage accablant contre Claude. Un jour, elle a été témoin d'une scène de violence contre sa mère. Je suis restée à l'extérieur parce que j'ai entendu des cris violents. Et j'ai vu, parce qu'il y avait des grandes baies vitrées, la gifle qui partait. Et donc la maman est sortie, entre-temps il m'a mis un coup de poing en rattrapant. Maman est arrivée, elle avait la tête toute rouge, elle était en larmes, elle se tenait le bras. Et donc là vite, Rosie, une amie de maman, lui a dit qu'elle s'arrêterait à la gendarmerie. Moi j'ai rentré maman à l'intérieur et Dulot m'a suivie. Et là je me suis interposée et Dulot a eu un geste de la main comme ça envers moi qu'il n'a pas fait parce que je l'ai défié du regard. Un témoignage difficile à entendre pour Claude Dulot. Pendant toute l'audience, il reste impassible. Une posture qui lui fait du tort auprès des jurés. À l'interruption de séance, sa fille Corinne est inquiète. Je suis un peu stressée. Parce que les jurés écoutent, connaissent rien de la vie, de ce qui s'est passé. Donc tout ce que les gens disent a de l'importance. À la reprise de l'audience, les jurés découvrent un autre élément accablant. Une semaine avant la mort d'Annie, Claude a contacté 2 agences matrimoniales. Et il a aussi fait appel à un marabout. Avait-il prévu de refaire sa vie? Véronique, la fille de la victime, en est convaincue. On trouve à croire, par ses faits et gestes, notamment ses appels à l'agence matrimoniale et téléphonie rose, qu'il s'est cherché à tout prix de débarrasser de maman, ainsi que son intervention auprès d'un marabout. Voilà, donc pour moi, il y a préméditation et c'est ce que nous allons amener le juré et la cour, si vous voulez, à pencher en cette faveur pour nous. Violence conjugale, agence matrimoniale, marabout. À la fin de la première journée, c'est un portrait peu flatteur de l'accusé qui se dessine. C'est vrai, dans le dossier, nous avons de multiples pièces qui attestent du fait que M. Dulot a, une dizaine de jours avant ce drame, contacté des agences matrimoniales. Bon. De là à dire, parce que c'est ce que soutient l'accusation, de là à dire que parce qu'il a contacté des agences matrimoniales, il avait déjà programmé de tuer sa femme et par conséquent de la remplacer, je trouve qu'il y a un pas qui est trop vite franchi. Juste pour le marabout, il m'en avait parlé le lendemain du décès, le seul jour où on s'est vu quand il était encore en liberté. Il m'a dit, j'ai fait une connerie, j'ai dépensé des sous, j'ai été voir un marabout. Corinne croit toujours à l'innocence de son père. Mais ces révélations vont-elles influencer les jurés? Le lendemain matin, Corinne arrive la première au tribunal. Elle espère que les enquêteurs et les experts qui vont témoigner aujourd'hui à la barre apporteront des éléments concrets pour innocenter son père. Cette enquête a été bouclée à charge tout le temps. Le coupable idéal était tout de suite là. Et l'enquête n'a pas été faite correctement à mon avis. Corinne et Maître Gatta espèrent que des pistes qui n'ont pas été explorées à l'époque seront éclaircies aujourd'hui. Vous avez pu vous entretenir avec M. Dulot? Oui, je me suis entretenu un petit peu avec lui hier. Ça n'a pas été une journée facile hier pour lui parce que finalement, il n'a pas beaucoup donné la parole. Donc il a très envie de s'expliquer sur ce qui s'est passé. Voilà, c'est quelqu'un qui attend beaucoup de la journée d'aujourd'hui pour pouvoir exprimer ce qu'il a sur le cœur depuis ce 29 janvier 2005. Donc il est très motivé, très hargneux, j'allais dire, de pouvoir s'expliquer. L'audience reprend. Claude Dulot parviendra-t-il à s'expliquer? Les experts vont aborder un point crucial, l'heure exacte de la mort d'Annie. Pour l'un d'eux, elle serait morte avant le départ de Claude à 7h30.
Mais l'autre n'exclut pas la possibilité qu'elle soit morte après 7h30. Et à ce moment-là, Claude a un alibi, il était à la chasse. La mort a pu intervenir avant 8h. Je lui ai posé la question, est-ce qu'elle a pu intervenir avant 9h? Oui, on ne peut pas l'exclure. Donc cette absence de précision, cette possibilité, cette éventualité, cette incertitude a été prise par l'avocat général comme une certitude. Et c'est là justement où on a faussé un peu le jeu en disant il est certain que l'heure de la mort remonte avant 8h. Il est probable que M. Dulot se trouvait dans la maison à ce moment-là, donc eh bien, il est probable que ce soit lui qui l'ait tué. Voilà le seul élément du dossier. Et plus on avance, et plus cette thèse-là, à mon sens, tend à s'effriter. La Cour va maintenant examiner un autre point négligé au moment de l'enquête, la piste dite du 4x4 rouge. La veille du drame, 2 témoins auraient aperçu un homme d'une quarantaine d'années, brun, avec une moustache. Cet homme aurait quitté la maison des Dulot très contrarié, au volant d'une voiture rouge tout-terrain. Un portrait robot est diffusé 1 an et demi après les faits. Une piste qui n'aboutira nulle part. Cet après-midi, Maître Gatta va pointer les incohérences de l'enquête. Il va notamment chercher à savoir pourquoi ce portrait robot n'a été diffusé que 14 mois après le décès d'Annie. Et de la part des enquêteurs, il n'obtiendra aucune réponse précise. Il est quand même extrêmement long. Mais pourquoi on n'a pas exploité cette piste-là? Pourquoi on n'a pas recherché cette personne avec j'allais dire, empressement? C'est vrai que M. Dulot est un petit peu désabusé de voir quand même des gendarmes qui ont quand même forgé son dossier, qui ont mené cette enquête, venir aujourd'hui un petit peu expliquer qu'il y a eu effectivement des petits ratés, des petits loupés, mais que de toute façon, il n'y a que lui qui a pu faire ça. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle ils se sont concentrés uniquement sur lui. L'avocat de l'accusé a-t-il marqué des points? Que diront les jurés? Claude, lui, ne semble pas très optimiste. Il quitte le tribunal sans même adresser un regard à sa fille. Indulgente, Corinne comprend sa réaction. Il se fait une façade, mais ça a été dit dans sa personnalité. C'est cette génération à la campagne où on ne dit pas. On ne dit pas qu'on aime les gens, on ne dit pas qu'on est malade, on ne dit pas qu'on est fatigué, on ne dit pas qu'on est triste. Sinon, on n'est pas un homme. Mais bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À demain. À demain. Voilà, demain, ça va être quoi? Ça va être la belle famille, les enfants d'Annie. Je pense que ça va être très douloureux. Voilà, ils ont beaucoup de peine eux aussi, sûrement plus que moi, mais pour d'autres raisons. Donc, ça va être encore plus dur demain. Mais on est fort, on est préparé. Que la vérité soit faite, surtout. Le lendemain matin, à 9h, Corinne et ses tantes arrivent ensemble au tribunal pour cette 3e et dernière journée d'audience. La nuit a été difficile et la tension se lit sur les visages. C'est la plus grosse journée, la plus dure sûrement. Bien sûr que je suis stressée, comme tout le monde, je pense. Je ne sais pas quoi vous dire, voilà, je suis fatiguée aussi. La matinée s'annonce chargée en émotions, car après le témoignage des enfants d'Annie, ce sera au tour de Claude de répondre aux questions du président. Tout le monde est suspendu à ses lèvres. Va-t-il avouer ou continuer à clamer son innocence? Nous, on attend une chose. Pour nous, pour notre salut et pour le salut et le repos de notre maman, on a envie de dire oui. Qui se tournent vers nous, qui nous disent oui, les enfants. Voilà, j'ai pété un plomb. J'ai tué votre maman. Voilà, ça ne nous ramènera pas. Mais nous, quel poids en moins sur la poitrine. Contrairement aux espérances de Véronique, Claude continue de clamer son innocence. Désemparé, maladroit, il n'arrête pas de changer de version. Il va même jusqu'à dire qu'il a été victime d'un complot de la part de sa belle-famille. Pour Véronique, il s'est ridiculisé aux yeux de la cour. Il vient de dire qu'il avait été ensorcelé par la marabout. Enfin, il fait rire même la cour. L'avocat général était plié de rire, un des assesseurs est parti avec un sourire et en levant les yeux au ciel. Même son avocat, je pense, est dépité. Il a le sentiment que, effectivement, les parties civiles ont pu
monter un dossier, apporter des déclarations pour justement le confondre. Maintenant, c'est au tour de l'avocat général de prendre la parole. Dans son réquisitoire, il demande 12 à 15 ans de réclusion criminelle contre Claude Dulot. Une peine plus lourde qu'en première instance. Bouleversée, Corinne quitte la salle d'audience. Vous êtes inquiète? Pas plus que la première fois, mais c'est la pression. C'est toute cette douleur des deux côtés. Voilà. C'est maintenant au tour de maître Gatta de plaider. Il rappelle qu'il n'y a pas de preuve irréfutable de la culpabilité de Claude. Il va ensuite marteler aux jurés que le doute doit bénéficier à l'accusé et qu'il doit donc être acquitté. Dans un procès d'assises, le dernier mot revient toujours à l'accusé. Claude s'adresse aux jurés en leur disant « Je suis innocent, je suis incapable de faire une chose pareille ». La cour se retire. Les jurés vont délibérer. Claude Dulot sera-t-il acquitté ou repartira-t-il en prison? Au niveau de la défense, on n'a rien lâché. Donc il est entre l'espoir d'avoir été entendu, d'avoir été compris dans sa proclamation d'innocence et l'inquiétude de vivre à nouveau ce qu'il a vécu donc, il y a 1 an et demi, cette condamnation pour un meurtre qui, encore une fois, qu'il n'a pas commis. Pour Corinne, l'attente est interminable. On attend. Mais je suis confiante aussi. J'ai les mêmes certitudes qu'avant. Chacune des familles attend dans son coin. Après 3 heures de délibération, la Cour rend son verdict. À la question « Claude Dulot est-il coupable du meurtre de sa femme ?», les jurés répondent « oui » à l'unanimité. À la question « a-t-il agi avec préméditation ?», ils répondent « non ». Claude Dulot est donc condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Annie, la même peine qu'en première instance. Claude se lève et embrasse une dernière fois sa fille, avant de repartir en prison. Corinne, est-ce que je peux avoir votre sentiment après cette décision? Je ne peux plus parler. Je suis désolée. Je suis au bout. Au soir du verdict, Claude Dulot regagne sa cellule. Cette fois, sa condamnation est définitive. Ils sont partout, mais on ne les voit jamais. Sur les toits, sous la terre, ce sont les hommes de la brigade d'intervention, l'arme secrète de la préfecture de police. Xavier, 33 ans, fait partie de cette compagnie d'élite. Sa mission, sécuriser la capitale. Samedi, 18h30, à 2 pas de la prison de la Santé. La brigade se prépare à effectuer une ronde un peu particulière. Direction les anciennes carrières de Paris. Un réseau souterrain, les catacombes, dont ils sont les seuls, en principe, à posséder la clé. Oh, c'est les poubelles. Bon, ça, c'est un petit cadeau de cataphiles. Les cataphiles, des amateurs de sensations qui déambulent dans ces anciennes carrières. Une activité dangereuse et illégale. Depuis 1955, un arrêté préfectoral en interdit l'accès au grand public. Les policiers traquent régulièrement les cataphiles. On ne peut pas être un policier derrière un cataphile à chaque fois. Et donc, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, hein, entre eux et nous. Et le terrain de jeu est impressionnant. 300 km de boyaux et de salles creusées dans la roche, plongées au cœur de l'obscurité. C'est ici qu'ont été extraites les fameuses pierres de taille qui ont construit Paris. Voilà, donc là, il y a plein d'accès. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être bien équipé, avoir des bons moyens lumineux et surtout les plans qui vont bien.
parce qu'on peut très vite se retrouver perdu. Ici, le danger est partout. Puits profond, fissures, éboulements, terrain glissant, galerie étroite. Les cataphiles risquent l'accident à tout moment. Claustrophobe, s'abstenir. Et pourtant, on trouve partout des indices de leur présence souterraine. Ah là, on est sur une petite salle, voilà, qui s'appelle la librairie. Donc elle a été aménagée, hein, voilà, avec quelques bouquins qui vont bien, hein, et toujours un petit message donc pour la police. Il est 22 h, Xavier et ses collègues entendent un bruit. Quelqu'un approche. Tiens, mets-toi là, il va y avoir des cataphiles. Alors, éteins un peu pour le moment. Mets-toi là. Dans ce terrain accidenté, impossible de se lancer dans une course-poursuite. Mieux vaut attendre tranquillement sa proie, tapis dans l'ombre. En fait, je pense qu'il venait de s'engouffrer dans l'entrée PC. Attends. Bonsoir, police nationale. Vous êtes tout seul là? Oui. Ouais? Oui. Ok. Bougez pas. Oula. J'ai une Rangers dans le sac. Ouais. Pour le passage d'eau, ça va. Ok. L'individu est un habitué des lieux, un passionné de spéléologie. Cuillère, couteau, fourchette. Okay. D'accord. Vous comptiez faire quoi? Passer la nuit, la soirée? Ressortir demain matin. Ressortir demain matin? Ouais. Vous aviez rendez-vous? Pas spécialement, mais je sais qu'il y a du monde un peu partout. Par contre, c'est vrai que la tenue, elle n'est pas spécialement à préconiser pour votre sécurité. Vous allez vous habiller un peu mieux que ça, hein, en tongs ou en chaussures de piscine, même si c'est mouillé dans les carrières. Des conseils de sécurité, mais aussi une contravention. L'homme sera convoqué par le tribunal de police qui fixera le montant de l'amende entre 35 et 150 €. Il est raccompagné vers la sortie. Des questions aussi qu'il y ait des styles messe noire, autre chose autour du satanisme, voire même qu'il y ait eu on va dire des tournages films porno amateurs, enfin tout un tas de trucs comme ça. De nos yeux, nous, on l'a jamais vu. Bon, il peut y avoir un fond de vérité. Bon, c'est un peu la légende urbaine, hein, aussi, qui entretient le mythe des carrières et des catacombes. Bon, mais par contre, les grosses fêtes, ouais, les fêtes où c'est aussi des fois un peu la beuverie et tout, ça, oui, ça, on tombe dessus. Effectivement, quelques minutes plus tard, la patrouille tombe nez à nez avec une dizaine de jeunes venus pour s'amuser. Donc là, comme ils sont plus nombreux et que l'endroit est très très exigu, on ne peut pas se permettre de travailler là. Les policiers vont regrouper tous les jeunes dehors sur une ligne de chemin de fer désaffectée. La plupart de ces étudiants sont des habitués. D'autres viennent pour la première fois en touriste, inconscients des risques encourus. Les catacombes représentent un danger multiplié par le fait que les gens qui viennent sont pour l'instant légèrement alcoolisés. Mais au vu des munitions qu'ils ont ramenées, à mon avis, en fin de soirée, il n'y a plus personne aux commandes, quoi. Donc là, c'est réellement dangereux. Moi, je le prends comme un travail de prévention, parce que là, ce soir, quand on les a rencontrés, ces jeunes, sans casque, sans rien du tout, bon, même s'ils connaissent, soi-disant, d'après leur dire, le réseau par cœur, non, ils peuvent pas continuer comme ça. Fin de la fête pour les étudiants et fin de mission pour les policiers qui les reconduisent sur la voie publique. Changement de décor. Le lendemain, dans les jardins du Sénat, le président de la République est attendu pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Au sol, le dispositif de sécurité est impressionnant. Xavier, lui, est encore invisible. Cette fois, il n'est plus en bas, mais en haut, au dernier étage de cet immeuble dans l'appartement d'un particulier qui a été réquisitionné. Il faut qu'on s'aménage comme un petit nid, en fait. Un petit nid pas si douillet que ça, mais qui soit aussi, entre guillemets, camouflé. Xavier est tireur de haute précision. Il est chargé de sécuriser l'arrivée et le départ du président. Dans ce genre de mission, le danger peut venir de partout. Là, on est très attentif, on observe tout, le moindre mouvement, le moindre petit truc suspect. Donc déjà, on voit qu'il y a plusieurs fenêtres ouvertes
Voilà, en plus, on voit qu'il y a un petit peu de verdure, donc des fois, un danger peut être un petit peu camouflé. On va prendre en compte le pâté de maison qui est en face, puisqu'on vous distingue également des fenêtres ouvertes, des vasistas. Derrière, il peut y avoir une mise en place de quelqu'un avec une arme, on ne voit pas. En plus, là-bas, il y a des vêtements qui pendent, donc l'arme peut aussi être camouflée par ça. En 7 ans d'exercice, Xavier n'a jamais vu de sniper, mais souvent des chasseurs d'un genre un peu différent. Des fois, ça nous arrive de rencontrer des chasseurs d'images, des paparazzis et tout. Mais bon, le discernement, l'expérience aussi nous permet de bien faire le distinguo. Polo, c'est un départ de la personnalité. Le cortège présidentiel vient de quitter l'Élysée. Xavier et son équipier se mettent en position. Concentration extrême. Le moment le plus crucial, quand le président sort de voiture. C'est là qu'il est le plus vulnérable. Ensuite, il rentre à couvert dans le parc et les policiers au sol prendront le relais. Il y a ça mis en place à chacun de ces déplacements. À partir du moment où vous êtes élu, vous êtes président de la République, il y a toujours des dangers. Dangers d'extrémistes, dangers de personnes déséquilibrées. Nicolas Sarkozy est entré sans incident. Xavier relâche la tension. Il y a toujours l'adrénaline un peu, mais ça c'est normal, le palpitant on va dire qui monte un peu, voilà, mais bon, on essaye de le réguler parce que bon, il faut justement être assez calme parce que si on a l'action de tir à faire, il faut que ce soit sans équivoque. 30 minutes plus tard, le président quitte la cérémonie. Je pense qu'il va laisser faire un bain de foule en bas, je suis sûr. Le bain de foule n'est pas prévu au protocole, mais les agents doivent s'adapter. On est vigilant, on se concentre un peu plus sur les gens de la foule, voir surtout leurs mouvements, des mouvements brusques, des personnes qui peuvent se détacher de celles-ci, ça fait partie du truc. Les hommes de la brigade d'intervention effectuent plus de 400 missions par an pour le président, le gouvernement ou de hautes personnalités étrangères en visite à Paris. Face au danger potentiel du terrorisme actuel, il est important qu'on occupe les 3 dimensions, que aussi bien en hauteur, en surface ou en sous-sol. En sous-sol aussi, le terrorisme est une menace et la brigade d'intervention doit y faire face. Elle contrôle les égouts les plus sensibles de Paris, ceux de l'Élysée, du Palais de Justice ou des organisations internationales comme l'UNESCO. Les policiers viennent chercher d'éventuels caches d'armes ou d'explosifs qui pourraient servir à un attentat. Une exploration dangereuse, microbes, bactéries, gaz, les égouts de Paris peuvent tuer. Xavier s'équipe avec un matériel sophistiqué. Donc on utilise ça, cet appareil, c'est un détecteur de gaz. Dans les égouts, on rencontre des poches de gaz, des poches de méthane notamment. Si on n'avait pas de détecteur et qu'on la transperce, on pourrait malheureusement subir une intoxication grave. Une intoxication qui pourrait être mortelle. Et le gaz n'est pas le seul danger. Pas moins de 17 vaccins sont nécessaires pour descendre dans les égouts. Nous équipons Xavier avec une caméra embarquée. On évolue dans un milieu extrêmement sale et avec beaucoup de microbes. Les rats, on en rencontre assez régulièrement. Et il faut faire attention donc déjà aux morsures. Si on touche à main nue de l'urine de rat, on risque donc de développer cette maladie qui est la leptospirose. Conduite d'évacuation, tuyauterie, les policiers inspectent les moindres recoins du réseau à la recherche de paquets suspects ou d'armes cachées. Ça va? Ouais, je suis dans la deuxième partie. Attends, on a un petit lâcher d'eau. T'es sur le retour, déjà? Affirmatif. On est sur le retour. Deuxième partie effectuée, rien à signaler. Retour à la surface, l'inspection n'a duré que quelques minutes. Une mission courte, mais éprouvante. Comme il fait très chaud, c'est une véritable touffeur dedans, comme un hammam. Voilà, donc c'est vrai que ça met à rude épreuve, donc physiquement, il faut être quand même assez préparé. Voilà. Créée en 1998, la brigade d'intervention de la préfecture de police de Paris est unique en France. Catherine, est-ce que vous pouvez me sortir le dossier Bourdon, s'il vous plaît?
Je sais pas où vous l'avez mis. Corinne Béal-Cizeron est avocate au barreau de Saint-Étienne. Ah oui, tout. Aujourd'hui, elle doit défendre une femme devant la cour d'assises. Sa cliente s'appelle Joëlle Bourdon. Elle est accusée d'avoir tué son amant d'un coup de couteau. Madame Bourdon n'est pas une meurtrière. Or, le meurtre, c'est donner la mort avec l'intention de la donner. Donc elle a donné la mort sans intention de la donner. Sa cliente risque 20 ans de prison. Maître Béal-Cizeron étudie minutieusement ses dossiers. Mais elle prend peu de notes. Pour elle, tout se joue à l'audience. Un procès d'assises, c'est comme un roman qu'on lit. On prend du temps pour écouter les gens. C'est pas parfait parce que le public, les jurés, parfois, ils ont, je trouve, ce manque d'humilité, de se dire je pourrais être à sa place. On pourrait tous être à leur place. Le palais de justice est situé à quelques pas de son cabinet. Derniers instants de réflexion avant de faire face à la cour et aux jurés. À peine arrivé, Maître Béal-Cizeron rejoint sa cliente dans le box des accusés. Joëlle est en détention préventive depuis plus d'1 an. Depuis le jour du drame, elle ne cesse de se remémorer le film des événements. J'ai de la mémoire et tout me revient, même les dates et tout, avec des détails extraordinaires. Et donc, à part le drame qui est flou, quoi. Et ça, ouais, c'est difficile à vivre. Le procès commence. À la barre, Joëlle est interrogée sur le déroulement des faits. En larmes, elle reconnaît à mi-mot que son geste a pu être volontaire. Oh, c'est difficile de revivre ça 20 mois après, oui. Oui. Parce que j'ai l'impression de... On me remet dans la situation. Avec douceur, Maître Béal-Cizeron essaye de préparer Joëlle pour la suite. Les 2 femmes vont devoir faire bloc pendant tout le procès. Ça donne des détails un peu... Ah oui, parce qu'en fait, dès qu'on la touche au cœur, il y a tout le détail qui arrive. Et bon, après, le problème, c'est que les jurés, ils ont un temps d'écouter. Après, le temps d'écouter est épuisé, ils n'écouteront plus. Et peut-être que du coup, après, ils vont passer à côté d'un truc vraiment important. Je ne défends pas des monstres ou des mauvais. Je défends des gens qui, dans la vie, ont eu un incident de parcours plus grave les uns que les autres, mais sont des êtres humains comme vous et moi. À la barre, le médecin légiste vient confirmer que le coup porté par Joëlle était bien volontaire. On a pu prouver que ce n'était pas possible du fait de la trajectoire de la plaie par arme blanche, qui est surtout oblique, donc de haut en bas. On ne peut pas s'empaler en créant un trajet de haut en bas. Un témoignage à charge contre l'accusé, qui regrette ce geste fatal. Elle n'arrive pas à passer outre le sentiment qu'elle a qu'elle n'a pas pu donner ce coup. Pour elle, elle reste sur cette impression qu'il s'est empalé sur le couteau, ce qui est complètement impossible. Elle le sait que c'est complètement impossible, mais elle n'arrive pas à l'admettre qu'elle a donné un coup à cet homme qu'elle aimait. Fin de la première journée. Pour Maître Béal-Cizeron, la bataille est loin d'être gagnée. Au bureau, elle continue à travailler pour trouver des circonstances atténuantes pour sa cliente. En fin d'après-midi, une petite visiteuse vient l'interrompre. Les parents, ils sont en rendez-vous, non? Non, mais dans son bureau, tu peux y aller. D'accord, non, il n'y a personne au cabinet, tu peux y aller. Solène a 12 ans, c'est la fille cadette de Corinne. Ça va, Soso? Elle a pris l'habitude de la retrouver à son cabinet et de la consoler quand elle sent que sa mère est démoralisée par une affaire. Des fois, quand elle est triste de sa journée, que je sais pas, elle a un procès qui s'est mal passé, bah, elle nous dit pas tout, mais elle nous en parle un peu. Et on sent qu'elle est émue dans sa voix. Même, oui, ça peut arriver, oui, qu'elle soit beaucoup, enfin, très émue. Du coup, on la console. Oui, c'est... Ouais, elle s'est trouvé les mots. C'est drôle, ça, parce qu'elle s'est trouvé juste les mots qui vont m'apaiser. Ouais. Au départ, rien ne prédestinait Maître Béal-Cizeron à porter la robe d'avocat. La vocation s'est imposée d'elle-même. Elle ne l'a plus quittée. Je voulais surtout pas être avocat.
C'est par un peu dépit que j'ai passé le concours, que je n'ai pas préparé d'ailleurs. Il y a une formation spéciale pour préparer le concours, je ne l'ai pas préparé. Je me suis juste intéressée de savoir qu'est-ce que c'était une note de synthèse pour ne pas être trop idiote à la fin. Et puis il faut croire que j'étais faite pour ça, puisque je l'ai réussi du premier coup. Et c'est un métier formidable. Mais c'est formidable, parce que vous faites ce que vous en voulez. Mais je crois qu'il faut aimer les gens. Un amour pour les gens qui vient sans doute de son éducation. Issue d'un milieu modeste, Corinne a travaillé dur pour y arriver. Mon papa était électricien, il est à la retraite maintenant, ma maman sans profession. Et j'ai toujours dit quelque part que j'allais défendre la veuve et l'orphelin. Voilà, c'est un peu l'image d'Épinal aussi de la profession d'avocat, le droit pénal. Mais on en prend des claques dans ce métier. Hein. On croit tellement arriver à convaincre, à faire admettre toute cette vie qu'on a vécue un bout de temps avec les gens, que quand on n'est pas compris, on prend une claque terrible. Malgré les claques, Maître Béal Cizeron a toujours gardé la foi. Retour au palais de justice pour le deuxième et dernier jour du procès. C'est aujourd'hui que tout se joue. Corinne va accueillir sa cliente avec chaleur. Elles attendent toutes deux un témoignage capital qui pourrait sauver Joël, celui de sa sœur aînée. Le sommeil aujourd'hui. Ça va pas? Si, ça fait trop sévère. Elle est là? La sœur aînée de Joël a été comme une deuxième mère pour elle. Mais les deux femmes se sont disputées pour une histoire de caution d'appartement. Depuis, elles ne se parlent plus. À la barre, sa sœur dresse un portrait sans concession de Joël. Elle fait peine à voir. Peine à voir. J'ai jamais vu ma sœur comme ça. Elle est maigre comme un clou, donc j'ai jamais vu ma sœur comme ça. Moi, je pense pas que quelqu'un de normal puisse faire ça sciemment. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle était. C'était un moment de folie. C'était pas autre chose. Je l'excuse pas, non. Non, parce qu'elle a fait des choses sciemment. Non, non, je l'excuse pas. Je lui pardonne pas non plus. C'est plus ma sœur. Voilà. Pourtant, j'aimais ma sœur. C'est tout. Des paroles difficiles à supporter pour Joël. C'était très dur. Parce que comment peut-on imaginer une sœur qui vous dit j'étais sa seconde maman et qui vient vous dire des choses monstrueuses qui ne me ressemblent pas du tout. Donc c'est vrai que je lui pardonne. Ça restera toujours ma sœur. C'est incroyable, la sœur, parce qu'on est une sœur. On doit témoigner devant la cour d'assises, ou en tout cas, on attend à ce qu'une sœur témoigne devant la cour d'assises en apportant l'amour qu'elle a voué à Joël Bourdon, puisque c'était comme sa deuxième maman. La tâche est de plus en plus rude pour Maître Béal Cizeron. Au nom de la société, l'avocat général demande 12 ans de prison contre Joël Bourdon. Dans sa plaidoirie, Corinne va tout donner pour défendre sa cliente. Elle attend de moi, beaucoup. Elle attend de moi que j'arrive à faire admettre et à faire comprendre à la cour et aux jurés qui elle est. Or, je ne suis pas Joël Bourdon. Donc, il faut que j'essaie de puiser en moi tout ce que je ressens d'elle et avec des mots, le faire comprendre à ceux qui vont m'écouter et m'entendre. Maître Béal Cizeron va essayer de prouver aux jurés que sa cliente n'est pas une meurtrière. Après plus d'1 heure de plaidoirie, les dés sont jetés. Les jurés se retirent pour délibérer. Le sort de Joël est entre leurs mains. Si j'ai une sanction, une prison importante, je pense que ça va me détruire. Ma vie s'est arrêtée un peu avec lui. 1h30 plus tard, le verdict est rendu. Joël Bourdon, levez-vous.
Voici les réponses aux questions posées et l'arrêt délibéré en commun. À la question numéro 1, sur les causes et blessures volontaires exercées avec violence sur la personne de la réponse est oui, à la majorité de 8 voix au moins. Sur la deuxième question, sur les violences qui ayant entraîné la mort, la réponse est oui, à la majorité de 8 voix au moins. Et sur la troisième question, à savoir sur l'intention de donner la mort à Maxence Bernard, la réponse est non. En conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis condamnent Joël Bourdon à la peine de 10 années d'emprisonnement. Condamné, vous avez 10 jours francs pour faire appel de cet arrêt qui vient d'être rendu. Passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. L'audience criminelle est levée. Garde, vous pouvez emmener la condamnée. « 10 ans de prison. Joël et son avocate ne s'attendaient pas à une condamnation aussi sévère. J'avais confiance en la justice et je me dis, il n'y a pas de justice. S'ils pensent que la prison, c'est une bonne chose pour moi, c'est grave. C'est qu'ils n'ont rien compris. Ils me condamnent, pas qu'à la prison. C'est tout. Maître Béal Cizeron est déçue, elle aussi, par ce verdict. Elle va maintenant essayer de le comprendre. Je suis déçue. 10 ans, je pense que ce n'est pas la peine qu'elle attendait. Je pense qu'elle attendait une peine symbolique. Symbolique, mais quand même importante. 5 ans, 6 ans. Qu'est-ce qui a péché, selon vous? Qu'est-ce qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Prendre le temps de réfléchir Ouais. à tout ça. Mais bon, je vais m'en remettre, hein. Mais c'est difficile. C'est difficile. Merci, maître. Dur métier, hein? Oui, dur métier. Finalement, Joël Bourdon a décidé de faire appel. Et c'est toujours Maître Béal Cizeron qui la défendra l'année prochaine. C'est au cours de vie. C'est au cours de vie, c'est aussi là. C'étaient les meilleurs amis du monde. Ils ont fait les 400 coups et les coups les plus médiatiques des années 80. Coluche et son producteur, Paul Lederman. J'ai fait attention à la robe de la mariée. Ah ben, j'en ai fait des conneries avec lui, on s'est bien marré. C'est Paul Lederman qui avait organisé le mariage de Thierry Leluron et de Coluche en 1985. C'est encore lui qui l'accompagne dans l'aventure des Restos du Cœur. Sur le mur, les souvenirs et les disques d'or. Mais aujourd'hui, rien ne va plus. Paul Lederman et son fils Alexandre, associés avec lui, sont attaqués en justice par les fils de Coluche, Romain et Marius Colucci, qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Les voyous, les fripouilles, c'est eux, c'est pas nous. Hein, et je supporterai jamais qu'ils puissent mettre en doute le rapport avec cet homme qui a été leur père et qui ne savent même pas qui il était. Au centre du conflit, 3 disques de Coluche sur lesquels ses fils réclament des droits. Quand il meurt, en 1986, l'humoriste est criblé de dettes. 2 ans après sa mort, Véronique Cantor, son ex-épouse, cède ses droits d'exploitation à Paul Lederman pour 1 500 000 francs de l'époque, 230 000 €. Geoffroy Tomasovic est journaliste au Parisien. Il a suivi l'affaire depuis le début. Elle cède ses droits parce que je crois que c'est à l'époque un peu la panique. Les fils, eux, avaient refusé l'héritage de leur père parce qu'il y avait un endettement colossal. Donc ils avaient renoncé à la succession. Et je pense que leur mère avait à l'époque besoin d'argent et elle a trouvé cet accord qui à l'époque évidemment paraissait intéressant pour les deux parties. Dans ce contrat, elle cède à Paul Lederman tous les droits compris dans la période de son union avec Coluche, entre mai 1974 et décembre 81. Et c'est notamment sur cet album, enregistré avant le mariage, mais terminé après, que se joue le bras de fer entre les deux familles. Les fils Coluche considèrent que cet album leur appartient, fait partie de leur patrimoine parce qu'il a été enregistré à une date
qui est antérieure au mariage de leurs parents, donc qui tombe légitimement dans leur patrimoine. Mais pour les Lederman, c'est la date inscrite sur le master, c'est-à-dire l'enregistrement original, qui doit faire foi. Il nous montre la pièce en question. Celui-là, c'est bien celui, a priori, dont il parlerait. Et regardez, c'est vieux d'il y a 30 ans, décembre 75, et là, évidemment, quand on regarde la date, ça ne rentrerait pas dans ce qu'ils prétendent leur patrimoine. Alors, c'est un peu embêtant, en effet. Décembre 75, donc, pendant la période du mariage. Mais les fils Colucci prétendent que la date a été transformée. Les frères Coluche estiment que, justement, il s'agit d'une pièce falsifiée, d'un faux. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont déposé plainte au pénal, cette fois, pour faux usage de faux et surtout tentative d'escroquerie au jugement. Au centre du conflit, plusieurs centaines de milliers d'euros. Moi, je veux pas garder le rapport extraordinaire que j'ai eu avec cet artiste et cet homme extraordinaire. Dans sa générosité, en plus de ça, par rapport à notre tandem, tous les hommages incroyables qu'il m'a rendus, il n'était pas obligé de le faire. Quand il déclare que des Coluche, il y aura toujours des Lederman, il n'y en a qu'un, j'ai même vécu quelque chose que très peu de gens, très producteurs avec Coluche, il m'a signé un contrat de 77 ans pour montrer la confiance qu'il avait. Il ne m'appartient pas. Il ne m'appartient pas. Mais je n'accepte pas qu'on puisse le salir. Et on ne comprend toujours pas, aujourd'hui à ce jour, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'entente entre les deux familles, compte tenu de la complicité exceptionnelle qui existait entre mon père et Coluche de son vivant. Une audience doit avoir lieu le 15 février devant le tribunal civil. Coluche, il serait comme moi, hein, il serait bouleversé en disant c'est pas possible. Comment mes enfants sont devenus comme ça? Mais qui pense un peu à l'humanité, à cet homme qui était ouvert sur le monde. Ah, il n'avait pas toujours bon caractère, Coluche, hein. Mais alors, quel cœur, quel cœur.